que directrice de l'hospice de Charenton, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison. Nous sommes redevables à notre pensionnaire, Monsieur de Sable, d'avoir pour le divertissement et l'édification des malades imaginé et mis en scène un drame dont il va devant vous faire l'essai ici. Nous sollicitons votre attentive indulgence, car tous jouent certes de leur mieux, mais du théâtre, la seule expérience, ils l'ont acquise ici, en scène. Nous autres esprits, modernes et éclairés, sommes d'avis qu'aujourd'hui dans ces murs, les internés ne soient plus tenus par la terreur, mais trouvent à s'exprimer par l'art et la culture, illustrant par ce fait les principes sacrés qui furent naguère gravés à tout jamais dans le solennel décret des droits de l'homme. Cette pièce, dirigée par Monsieur se déroulera dans notre salle de baignade. Toutes ces installations modernes de traitement ne présentent pour nous aucun inconvénient, au contraire. Elles seront un décor tout trouvé dans la dramaturgie de Monsieur de Sable. Puisque ce spectacle sera celui de Jean-Paul le Marat et de son agonie, lequel eut lieu dans sa baignoire, comme chacun sait, sous l'œil vigilant de Charlotte Corday. Musique. Marat, c'est celui-là qui a déjà pris place dans la baignoire. Il aura 50 ans bientôt et porte sur le point un bandeau. Sa peau est cireuse et enflammée, défigurée par une éruption cutanée. L'eau fraîche où il baigne tempère la fièvre qui le brûle. Pour tenir ce rôle, nous avons fait le choix d'un malade souffrant de la paranoïa. C'est une affection sur laquelle, avec l'hydrothérapie, nous obtenons des succès inouïs. C'est vrai, hein? La dame qui sur lui se penche et dont il apprécie la diligence n'est pas Charlotte Corday, mais Simone Évrard, avec qui il fut lié de son vivant par le mariage. Non pas au son des carillons rituels, mais sur la foi d'un serment libre et naturel. Où est les notes? Ah, c'est celle-là. Celle-là. Celle-là, c'est la Charlotte Corday de notre pièce. Regardez-moi ça, originaire de Caen. Provinciale noblesse, elle porte une jolie toilette, et des souliers du dernier cri. Et elle referme précisément sa modestie. De notre avis, et de celui des historiens, ceci dit, c'est une personne qui présente fort bien. Mais comme pour l'occasion, notre actrice souffre de léthargie chronique et de dépression, notre seul espoir ce soir sera qu'elle ne perde pas le fil de son rôle. Pantalon de soie, perruque poudrée, voici maintenant dans notre pièce le sieur du Perret. Hors de cuantre, il apporte un air de distinction dans les péripéties confuses de la Révolution. En tant que Girondin, bon, bien sûr, sur la liste noire de Marat, il figure. Mais à part ça, il est de belle humeur et veut le bien du fond du cœur. Interné. Interné pour extrémisme politique. Le moine là-bas, au fond de la boutique, est heureux de Jacques Roux. C'est un fanatique de Marat et de sa révolution. Malheureusement, la censure a détruit une bonne part de ses déclarations car elles étaient trop radicales pour les défenseurs de l'ordre national. Honorable public, c'est bon.
Honorable public, venu de toutes les couches sociales, il en est de même de la troupe qui va se produire dans cette salle. Ces quatre-là... Ces quatre-là en sont l'échantillon, et ils sont ici sur la voie de la guérison. Oui. Les grands chemins, les grands chemins et les bouges ne sont plus pour l'heure le décor où s'exhibent ces excellents chanteurs Toulourou, Sansonnet, Cocorico et la forêt. La forêt, Alice Vénal. Considérons enfin ce monsieur assez gras, qui réside dans ces lieux depuis 5 ans, auréolé d'une gloire infamante, objet de 1000 épreuves et de persécutions. Oh, voici monsieur de Sade, si devant moi. Cette pièce est le fruit de son rare génie. Il est l'auteur d'ouvrages méconnus et brûlés qui lui ont valu de passer en prison quelques dizaines d'années. Et nous voilà, par cette brève introduction, déjà sur le chemin de notre représentation. Aujourd'hui, 13 juillet 1808, comme il y a 15 ans, vous allez voir la grande nuit tomber sur lui, là, dans la baignoire, lorsque le sang se mit à fuir de la blessure que celle-ci, après en avoir mûrement délibéré, lui fit avec un poignard qu'elle s'était acheté musique. Ça faisait déjà 4 ans qu'on s'était mis à faire la révolution. Qu'on avait renversé le grand Gudule en or et raccourci en plus quelques-uns de trognons. À la lanterne les aristos et les goupillons dans les caniveaux. À la lanterne les aristos et les goupillons dans le caniveau. Ce jour-là, c'était la veille de la fête de la Fédération et Marat revivait dans sa gloire la première grande victoire de la Révolution qui prit suite après avec l'empereur Napoléon. Au clou, tous les généraux, les spéculateurs vont au poteau. Au clou, tous les généraux, les spéculateurs vont au poteau. Vive la Révolution! Ah, nous ne voulons plus creuser notre tombe! Marat, nous voulons en bouffer! Marat, nous ne voulons plus coller des sacs en papier! Marat, nous voulons la Prospérité. La prospérité. Nous te couronnons de feuillage, Marat, puisque les lauriers sont passés tout entiers sur ces caboches de princes, de généraux et d'académiciens. Vive Marat, tu es notre espérance. En toi seul nous avons confiance. Petit père Marat, comme tu t'es écorché, notre révolution, faut pas la faire saigner. Marat, 4 années sans faiblir, dénonçant les traîtres, pourchassés par les traîtres, mis en accusation. Marat, forcé de fuir. Marat, suivi, traqué par lettres de cachet. Mais combattant toujours les curés, la cour, et tous les sacs à fric et toutes les vieilles badernes. Et toujours là, toujours prêt Pour lécher le cul. Oui, lécher le cul de ceux de l'ordre révolu. Quand nos frères d'alors, nos maîtres d'aujourd'hui, ne pensent qu'à se fourrer des bâtons dans les roues. Ce chie
les uns les autres et s'expédient à la guillotine et au trou. Quant aux droits dont ils parlent, nous les avons gagnés tout seuls, ça fait longtemps déjà. En rossant tout ce monde-là, en culbutant sans effort leur soi-disant château fort. Marat, qu'est-ce qu'on a fait de notre révolution? Marat, demain c'est trop tard pour attendre. Marat, c'est toujours nous les pauvres cons. Marat, c'est tout de suite qu'il faut que ça change. Et là les autres maintenant qui nous pompent le sang, qui nous jettent des chiffons de papier. On voudrait nous faire prendre pour de l'argent Et qui ne sont bons qu'à se torcher ce que je pense. Notre seul droit, c'est de mourir de faim. De faim. Notre seul droit, c'est de battre la semelle. La semelle. En toute fraternité, nous partageons notre crasse et nos poux. Et en toute égalité, nous avons le droit de crever. De crever. Qui règne sur les halles et les marchés? Qui tient les greniers fermés? Qui s'est engraissé des dépouilles dénobles? Qui s'est installé sur les domaines qu'on devait nous distribuer? Qui nous retient injustement? Qui nous enferme? Nous sommes saints d'esprit. Nous voulons vivre libres. Dieu de ça. Je sens qu'il faut que j'impose ici la voix de la raison. Où allons-nous si dès le début de la pièce, nous laissons se développer une telle agitation? Nous savons donc être calmes. Finalement, les temps ont changé. Et nous devrions nous efforcer. Et nous devrions nous efforcer de voir cette triste incidente sous une lumière plus sereine. Vas-y, allez. La fièvre de son rêve. Voici Marat, homme du peuple, qui serre le poing sur sa plume, tandis que monte de la rue les dernières clameurs. Et son œil est fixé sur la carte de France, tandis que vous attendez que celle-ci l'anéantisse. Et nul de nous n'y peut rien. Et nul de nous n'y peut rien se la voit déjà prête devant la porte de Marat. Pauvre Marat, dans ta baignoire, dévoré d'infection, cuvant ton fiel au fond de ton trou, éclaboussant de fiel, plomb au meurtre et au pillage. Marat, c'est moi, c'est Charlotte Corday de Caen, où une armée de libération se rassemble. Je suis venue la première, Marat. Jadis, nous eûmes tous deux le même idéal. Puis celui du grand Rousseau. Et si nous n'avons pu nous entendre, Marat, c'est que les mêmes mots avaient un sens différent pour chacun de nous. Nous parlions tous deux de liberté, mais pour toi, la liberté passait par un amoncellement de cadavres. Nous voulions tous deux la concorde.
C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer à notre fraternité. Je me suis donné pour mission de t'anéantir. En te tuant, toi seul, je sens mais non, les délires de Narcisse! Simone! 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 Verse-moi de l'eau froide, mets-moi notre bandeau sur le front. Ah, cette démangeaison! Cette démangeaison est insupportable! Ne te gratte pas comme ça, Jean-Paul! Mais tu t'arraches la peau! Oh, arrête d'écrire! Ça n'amène rien de bon! Et mon appel pour le 14 juillet? Faut te ménager! L'eau est déjà toute rouge! Qu'est-ce qu'une baignoire de sang? Envers tout ce sang qui doit couler encore. Au début, il devait suffire d'une centaine de morts. Puis des milliers, ce fut encore trop peu. Maintenant, on ne peut plus les compter. Là, partout ils sont, partout, les cafards. Derrière les murs, sur les toits, dans les caves. Les cafards. Depuis une boutique dans la rue, ils jaillent de hauts cris. Au gueux, à la crapule, à la canaille. Ils cachent l'emblème du roi sur leur chemise. Ils montrent notre bonnet. Simone, la fièvre me brûle. Simone, je n'arrive plus à respirer. Simone, la clameur est au-dedans de moi. Simone, je suis la révolution. Première visite de Charlotte Corday. Je suis venue parler au citoyen Marat. J'ai des communications importantes à lui faire sur la situation de la ville de Caen. Les conjurés se rassemblent. Nous ne voulons pas de visite. Qu'on nous laisse tranquille. Celui qui veut parler à Marat n'a qu'à lui écrire. Ce que j'ai à lui dire, je ne peux l'écrire. Je veux le voir et être en sa présence. Je veux voir le tremblement et la sueur sur son front. Je veux voir ce flanc dans lequel je plongerai le poignard que j'ai sous mon corsage. À deux mains, je plongerai le poignard. Et alors, j'écouterai ce qu'il a à me répondre. Non, Charlotte, non. Tu sais, tu dois revenir 3 fois devant sa porte. 3 fois. Charlotte Corday arrive dans la capitale. Toutes les fenêtres sont pavoisées. Elle est un peu lasse du voyage. Mais à l'hôtel, pas question de piusser. Elle s'en va dès l'aurore vers le palais royal, où on lui recommande un marchand de couteaux. Sous les arcades aux étalages, elle voit 1000 sortes d'essences et de fards. De tous côtés, on l'accoste, on l'invite. Contre la syphilis, on lui offre des trucs. Fioles, éponges, préservatifs. Tous les camelots lui font l'article. Mais elle est sourde au boniment et elle s'en va tout droit vers la boutique où elle achète un poignard à manche blanc. C'est pour qui donc? Lui demande le marchand. Mais elle sourit et paie le prix de 2 livres comme chacun le sait.
On entend chanter les oiseaux des Tuileries et le parfum des fleurs monte vers elle. Mais même alors, sans un regard aux parfumeries, elle s'engage tout droit dans les ruelles. Où l'odeur des fleurs se mêle à celle du sang. On siffle, applaudissant au passage les grandes charrettes pleines de leurs fantoches gigantesques. Et cette ville, où le soleil à peine perce la brume, ce n'est pas une brume de pluie ou de brouillard, une brume chaude et épaisse, comme des abattoirs. Ces hurlements, traînent-ils derrière eux? Que portent-ils au bout de leur pique? Pourquoi rient-ils? Pourquoi dansent-ils? Est-ce qu'ils ont à applaudir? Pourquoi les enfants piaillent-ils? Quelle est cette boule pour laquelle ils se battent? Quelle est cette ville où la chair nue traîne sur le pavé? Quels sont ces visages? Oui, ils sont là! Avec leurs yeux, avec leur bouche! Tout autour! Ils sont là! Pour me prendre! Ce qui se passe ici, rien ne peut l'arrêter. Que n'ont-ils pas souffert avant de tirer vengeance? Vous ne voyez que cette vengeance? Sans penser que c'est vous qui les y avez poussés? Vous pleurez aujourd'hui dans un sursaut de justice ce sang qui coule. Mais qu'est-ce sang auprès de celui qu'ils ont versé pour vous, dans vos guerres et dans vos bagnes? Que sont ces quelques pillages auprès de tous ceux qu'ils ont pillés pour vous? Que sont ces quelques sacrifices auprès de tous ceux qu'ils ont sacrifiés pour vous nourrir? Et quels sont ces quelques pillages auprès de leur mort lente et leur exploitation totale? Qu'ils crèvent? Qu'ils crèvent devant l'ennemi avec lequel vous conspirez en secret? Et ça vous est bien égal? Leur défaite serait votre victoire. Et alors, pas un pli ne bougerait sur ces mix jusqu'aujourd'hui, convulsés par l'horreur et par l'indignation! Monsieur de Sade, cela ne peut pas continuer. Tout cela est guère édifiant et peu propice à la guérison de nos malades. Ils s'excitent inutilement. Et au fond, si nous avons réuni ce public, c'est bien pour lui montrer... c'est bien pour lui montrer que nous n'avons pas seulement recueilli le déchet de la société. Oh. Nous ne voulons montrer que les choses réelles qui se sont déroulées un jour, là, ici, dans notre ville. Mais, n'ayant que du mépris pour ces agissements, nous pouvons les considérer calmement parce que notre clairvoyance est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était en ces temps abolis. Hein? Vous là-haut, immobile, dont le regard porte loin au-delà de celui de vos bourreaux, j'aurai ma place aussi là-haut quand tout sera aboli. Regardez, Marat, ces anciens corrupteurs de tous les biens terrestres. Vois comme ils savent transformer leur défaite en triomphe. Aujourd'hui, privés de leurs biens, l'échafaud les préserve d'un immortel ennui. Vois comme ils montent vers leur supplice. On dirait qu'ils accèdent au trône. Ne trouves-tu pas que ça soit là le comble de la corruption? J'ai lu un jour, Sade, dans un de tes immortels écrits, que le principe de toute vie est la mort. Oui, la mort n'existe pas. Nous seuls en avons conscience. La nature ne la connaît pas. Nous seuls prêtons une importance à la vie. La nature verrait sans s'émouvoir s'exterminer l'intégralité de la race humaine. Et c'est pour cela que je hais la nature. Je la hais, j'aimerais la combattre, la battre avec ses propres armes, la prendre avec ses propres pièges. Ce visage de glace,
ce regard froid. Rien ne l'émeut. Rien ne l'émeut. Cela nous devrait nous pousser tous à aller toujours plus loin. Pourquoi ne pas se servir de son principe qui consiste à ce que le plus faible soit à la merci totale du plus fort? Pourquoi ne pas subjuguer cette vertu hypocrite dans l'allégorie et la joie du mal? Et pourquoi ne pas pousser plus loin nos expériences en laboratoire jusqu'au supplice final? Oh! Je me souviens de l'exécution de Damien lors de son attentat manqué contre le défunt roi Louis XV. Que la guillotine aurait été douce par rapport au supplice qu'il a subi. 4 heures durant, devant les regards de la foule ébahie et de Casanova et sa maîtresse qui regardaient tout cela de leurs fenêtres, pendant qu'il lui fourrait la main sous les jupes. D'abord, ils lui ont tranché les cuisses, les épaules, la poitrine. Et ils ont coulé à même les blessures de la cire brûlante, de la poix chaude. Ensuite, ils lui ont rôti les mains sur le feu. Et pour terminer, ils lui ont attaché les 4 membres avec 4 cordes à 4 chevaux qui ont tiré. Et ils n'ont pu le disloquer. Il ne devait pas être fait pour ce travail. En désespoir de cause, ils lui ont scié les hanches, les épaules. Et quand le premier bras s'est détaché, puis le deuxième, il nous a imploré du regard, il a crié pour qu'on l'aide. Et quand la première jambe s'est détachée, et enfin la deuxième, il ne pouvait plus crier. Il n'était plus qu'un tronc pantelant, une tête branlante, et ses yeux fixés avec avidité le crucifix que lui tendait son confesseur. Ça, c'était une fête à faire pâlir toutes nos fêtes actuelles. Notre Inquisition n'a déjà plus de charme, alors qu'elle ne fait que commencer. Nos fêtes manquent de flamme, parce qu'ils font partie de l'ordre du jour. Il n'y a plus de belles exécutions individuelles données en spectacle. Non, il n'y a plus qu'un processus global qui consiste à faire passer des peuples entiers par les armes, par le fil d'une froide computation, jusqu'à ce que toute vie, Mara, jusqu'à ce que toute vie disparaisse. Citoyen Marquis, tu as siégé, il est vrai, à nos tribunaux, et tu as participé à l'assaut de nos prisons en septembre. Mais chez toi, c'est toujours le vieil aristocrate qui parle. Et ce que tu nommes l'indifférence de la nature, ce n'est que ta propre passivité. Oui, l'aumône faite aux pauvres n'est qu'un subterfuge. C'est juste un symbole pour rehausser notre propre supériorité. Et l'aumône faite aux pauvres n'est qu'un coup de pied au cul. Non, Mara, toi et moi, nous savons qu'il n'y a que les limites de l'extrême. Si ce sont des extrêmes, alors ce sont d'autres extrêmes que les tiens. Au silence de la nature, je fais surgir un sens. Dans la différence universelle, j'oppose mon action. Au lieu d'être un témoin passif, j'interviens. Et je dis que certaines choses sont fausses. Et je travaille à les changer et à les corriger. Ce qu'il faut, c'est se soulever de terre par les cheveux. C'est se retourner à l'envers comme un gant et voir tout avec des yeux neufs. Combien de temps nous a-t-on répété que les monarques étaient de bons papas
à l'ombre desquels nous pouvions vivre en paix. Et leurs exploits nous étaient comptés par des poètes vendus. Et les braves pères de famille qui mettaient tout leur cœur à seriner cette leçon à leur progéniture. Les monarques sont de bons papas, à l'ombre desquels nous vivons tous en paix. Les monarques sont de bons papas, à l'ombre desquels nous vivons tous en paix. Et les enfants rabâchaient cette leçon. Et ils y croyaient, comme on croit à tout ce qu'on nous ressasse tous les jours. Et les prêtres disaient « Notre miséricorde embrasse tous les hommes sans distinction. Nul prince, nulle frontière ne nous sépare. Nous sommes tous frères, nous sommes un seul peuple. Nous sommes tous frères. » Et les prêtres étaient témoins de l'injustice et se taisaient et proclamaient « Notre royaume n'est pas de ce monde. Cette terre est année de pèlerinage. Ayons pour nous l'esprit de douceur et de patience. » Ils les extorquaient ainsi, leur daignaient sous à ceux qui n'avaient rien, et cela coulait douce au milieu de leurs écus, et buvaient et baffraient en compagnie des princes. À ceux qui avaient faim, ils leur disaient « Souffrez, souffrez comme du latin, car Dieu le veut. » Et ce qu'on nous ressasse tous les jours, on finit par y croire. Ainsi, les crèves la faim adoraient l'image du crucifié, du torturé, de l'ensanglanté. Ils adoraient l'image de leur détresse. Et les prêtres disaient « Élevez-vous mains vers le ciel, supportez votre mal en silence. Priez les bourreaux, car vos seules armes sont la prière et la bénédiction. Si vous voulez une place au paradis, Une place au paradis. Ainsi les maintenaient-ils dans leur ignorance, de peur qu'ils ne se révoltent contre leur maître, contre ceux qui régnaient sur eux, sous le prétexte de Dieu, sous le prétexte du ciel. Amen. Monsieur de Sade, je m'élève contre cette façon de faire. Nous étions d'accord pour censurer ce passage. De quoi tout cela a-t-il l'air à présent que notre empereur est entouré des dignitaires du clergé et que chacun peut voir tous les jours combien le peuple a besoin des consolations de l'Église. D'ailleurs, pourquoi parler d'oppression? Tout est fait au contraire pour soulager leur peine. Collecte de vêtements, soupe populaire, secours médical, et nous-mêmes dans ces lieux, nous relevons non seulement des bonnes grâces de notre presse, mais plus encore de la faveur et de la compréhension de nos pères spirituels. Oui, excuse. Non. Si quelqu'un du public était scandalisé, nous le prions de ne pas se formaliser et de vouloir bien considérer que ce spectacle est celui d'un passé où tout était bien différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons naturellement dans la crainte de Dieu. Priez! Aide-moi ça! Satan, qui est en enfer, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme en enfer. Délivrez-nous du bien. Pardonnez-nous notre innocence. Laissez-nous succomber à la tentation pour le siècle des siècles. Et ainsi soit-il. Ainsi soit-il.
Les incidents de ce genre sont hélas inévitables. Ils relèvent malheureusement ces lieux du cours normal des choses. Mais quand même, songeons, avec crainte et respect, messieurs dames, que cette femme là-bas, au fond, qu'on est en train de ramener à de puissantes conceptions, fut en son temps une grande abbesse, oui, et d'un couvent célèbre, la mère supérieure. Sachons voir là, messieurs, dames, un signe du mystère insondable de la terre et des cieux. Pour distinguer ce qui est faux de ce qui est juste, il faut se connaître. Or moi, je ne me connais pas. Si j'invente quelque chose, aussitôt je doute, il faut que je le détruise. Ce que nous sommes n'est jamais que le fantasme de ce que nous croyons être. Je ne sais si je suis le bourreau ou le supplicié, mais ce que je sais, c'est que j'invente les plus effroyables supplices et lorsque je me les représente, ils se retournent contre moi. Je suis capable de tout et tout m'épouvante. C'est Clément Jésus. C'est démangeaison. Oh! La fièvre me brille le crâne. La chaleur me brûle et me tue. Simone, trempe le lingot de vinaigre. Rafraîchis-moi le front. Mara, je sais qu'en ce moment tu donnerais tout l'or du monde et même le suffrage du peuple entier pour avoir quelques jours de répit. Tu es là, dans ta baignoire, comme dans la liqueur rose de ta matrice. Tu es plongé, tel un fœtus qui a perdu le sens des choses réelles. Eh oui, Mara, eh oui, tu as voulu te frotter à la réalité, mais c'est elle qui t'a coincé. Moi non, moi j'ai su me protéger à temps. Moi, ma vie, Mara, ce sont mes fantasmes. Sais-tu que la révolution ne m'intéresse plus? Non. Faux, Sade. Faux. L'effervescence des pensées n'a jamais fait brèche dans aucune muraille. Et ce n'est pas avec ta plume que tu briseras l'ordre établi. Oui. Quoi qu'on ait des idées nouvelles, elles ne s'incarnent que dans les ardents de l'action. Nous avons tellement été intoxiqués par tout ce qu'on nous ressasse tous les jours que même les meilleurs d'entre nous n'arrivent pas à nous en sortir. Nous avons inventé la révolution, mais nous ne savons pas encore nous en sortir. La convention, ce n'est qu'une somme d'individus menés par leur propre ambition, de leur trouver quelque chose de son passé. L'un ses maîtresses, l'autre ses tableaux, notre île, l'autre ses arsenaux. Et nous voilà bien avancés. Nous ajoutons au véritable droit de l'homme le droit sacré à s'enrichir. Et vous allez voir ce que ça va donner de la liberté et de l'égalité. Nous allons tous nous battre joyeusement et avec les mêmes armes. Chacun joue son petit Crésus, homme contre clan, clan contre clan dans une noyeuse et mutuelle exploitation. C'est alors que tout s'épanouit, l'industrie prospère, le commerce fleurit, un essor inouï. Mais alors que nous sommes témoins de notre but aux yeux des autres, la révolution est déjà gagnée. Et d'où leur vient le fric, et l'influence, et le culot, et d'où leur viennent les relations, et l'esprit d'organisation. Quand on a que des trous pour vivre, Des trous dans l'estomac, des trous dans les pantalons, et voilà que ces singes de nouveaux riches sifflent le vin des sacristies. Nous on est dedans jusqu'au trognon, eux ils entassent le pognon. Et ces messieurs de la convention, Ces beaux esprits pleins de suffisance, tous ceux à
à quoi ils pensent. Ce sont les femmes, la gloire et la frime. À force de bafrer et de faire la foire, il y a longtemps qu'ils nous ont laissé choir. Les nobles ont perdu leur château, mais c'est nous qui l'avons dans le dos. Nous prions l'honorable public de considérer les réflexions et la sottise du peuple, à vouloir toujours tomber dans le malheur, tout simplement parce qu'il n'y comprend rien à l'état des choses. Au lieu de tant de hâte et de si peu de cervelle, il ferait mieux de travailler, de se taire et de faire comme ceux qui se vouent personnellement au grand destin de la France. Nous sommes comme vous, mesdames. Nous verrions volontiers le monde s'unir. Si nous le voulions, ce ne serait qu'un jeu. Regardez. Oui, nous sommes si près d'y parvenir. Pour donner les convenances et les nobles sons, l'auteur se doit maintenant de montrer la belle et hardie Charlotte Corday, en compagnie du sieur Dupéret, à Caen, où dans un cloître elle vécut ses premières années, en très grande vertu, je vous rassure. On lui recommanda avec chaleur cet homme comme conseiller et aussi comme consolateur. Et ça va là, oh, oh. Ton amour est platonique. Platonique. Charlotte, va retrouver le cercle pieux de tes amis et retourne à ta vie de retraite et de raison, car tu n'auras pas raison contre tous ces gens-là. Tu parles de Marat? Mais qui est Marat? Un gueux de Corse. Non. Pardon, de Sardaigne, ou même juif. D'ailleurs, qu'il écoute, sinon la canaille. Ce Marat n'est pas dangereux. Mon cher Dupéret, tu cherches à m'éprouver, mais je sais ce que j'ai à faire. Toi, retourne à Caen, où Barberoux et Buisot ont besoin de toi. Fuis, va-t'en. N'attends pas le soir où il sera trop tard. Charlotte chérie, ma place est ici. Comment quitterais-je la ville où je sais que tu es? Charlotte chérie, ma place est ici. Et pourquoi irais-je fuir? Et pourquoi irais-je fuir maintenant que la fin est proche? Déjà, les Anglais sont devant Dunkerque et Toulon. Les Prussiens, les Espagnols ont occupé le Roussillon. Paris,
Mayence est encerclée par les Prussiens. Oui. Condé et Valenciennes prises par les Anglais. Oh, les Autrichiens! Par les Autrichiens. La Vendée se révolte. Ils ne tiendront plus longtemps comme ça. Ces parvenus, ces fanatiques, sans culture et sans envergure. Bon, Charlotte, je reste. Et j'attends le jour où nous pourrons enfin redire le mot liberté. Tu les entends, Marat? Ils font tous assaut de patriotisme. Tous disent aimer la France. Cultiver ou inculte. Tous n'ont que ce mot à la bouche, la patrie. Radicaux ou modérés. Je crois que tous veulent sentir l'odeur du sang. Nous condamnons, nous exécutons, nous appelons cela la justice. Soit. Mais Marat, mais les autres, ceux qui guettent nos dissensions pour revenir, ils vont se servir de ces dissensions. Et les bons princes, qui sont de très bons communicants, un jour pourront enfin respirer à nouveau en Europe. Mais quoi qu'il en soit, tous disent n'aimer que la France. Violent ou tiède, la patrie, la patrie. Marat, ne vois-tu pas l'incongruité de ceci? Moi, cela fait longtemps que j'ai abandonné cette théorie. Je me fiche de toutes les nations, comme je me fiche de cette nation. Attention, Marquis! Vive Napoléon, vive la nation! Vive tous les empereurs, et les rois, et les évêques, et les papes! Vive la soupe au chou et la camisole de force! Vive Marat! Et vive la CGT! Ouais. Je me fous des mouvements de masse qui tournent en rond. Je me fous des bonnes idées qui terminent en cul-de-sac. Je me fous des sacrifices, quelle qu'en soit la cause. Regardez-moi, moi, je ne crois qu'en moi-même. Moi, je ne crois qu'à cette cause que tu trahis. Nous avons renversé la canaille qui s'engraissait sur notre dos. On en a mis pas mal hors d'état de nuire. Et beaucoup de ceux qui se sont battus avec nous flirtent maintenant avec les vieilles gloires. Il est clair qu'aujourd'hui, la révolution ne sert que les intérêts des boutiquiers et des commerçants. Et le peuple, au-dessous, frustré comme toujours. Aux armes! Arrachez ce qui vous est dû. Si vous ne vous servez pas tout de suite, vous pourrez bien attendre encore un siècle. Vous verrez les autres, comme ils se monteront leur petite affaire. Ils vous méprisent. Vous, qui vous ne vous êtes jamais payé le luxe d'apprendre à lire et à écrire. Pour le gros travail de la révolution, ça oui, vous êtes toujours bon. Votre sueur pue. Ça leur fait lever le cœur. Votre place, elle est en bas. Très loin. Elle n'est pas à vous voir. Là, vous avez le droit, dans votre inculture et votre crasse, de collaborer à l'avènement d'une ère nouvelle, encore une fois pour le gros boulot, tandis que là-haut, leurs poètes chanteront le dynamisme vital en couvrant leur petit trafic de tous les raffinements de l'art. Levez-vous! Laissez-vous devant eux! Montrez-leur combien vous êtes! Allons-nous laisser dire encore des choses pareilles? Nous, les citoyens de l'ère nouvelle, nous, les artisans de la grande expansion! C'est de la subversion! Nous ne pouvons tolérer cela! Vous avez entendu le prêtre Jacques? Il vous invente une religion nouvelle d'un seul coup.
De sa chair, il est descendu dans la rue où sa fureur pastorale se déchaîne. Il connaît tous les trucs du prédicateur, il connaît son public par cœur. Il vous ramène le paradis sur terre au moins deux, et tous comme des dieux, construisant de leurs actes un monde armé de Dieu. Seulement, il ne sait pas comment s'y prendre, car c'est une chose de parler et c'en est une autre d'agir. Nous exigeons qu'on ouvre les greniers pour apaiser la faim. Nous exigeons que les fabriques et les ateliers passent en notre possession. Nous exigeons qu'on transforme les églises en écoles pour y propager enfin quelque chose d'utile. Nous exigeons la mobilisation immédiate de tous pour mettre fin à la guerre, cette guerre maudite qui sert de masque à la spéculation et qui excite la soif de conquête. Sex bomb, you're my sex bomb, oh yeah. Nous exigeons que ceux qui ont déclenché la guerre en fassent immédiatement les frais. Une fois pour toutes, il faut que l'idée d'une grande guerre, l'idée d'une armée glorieuse, soit rayée des esprits. Des deux côtés, personne n'est glorieux. Des deux côtés, il n'y a qu'une chiasse fanatisée. Et tous n'ont qu'une envie, ne pas pourrir sous terre, mais aller sur terre sans jambes de bois. Oh, mais c'est du défaitisme. Nous avons besoin de notre armée. Cette scène était censurée. Bravo Jacques Roux, la cote de moine te va ravir. Aujourd'hui, c'est le front qui est l'idéal pour prêcher la révolution. Marat, montre-toi, c'est toi qui j'attende. Car la révolution, elle dure un seul instant. Comme la foudre qui tombe et consume tout dans une lumière éblouissante. Une lumière éblouissante. Une lumière éblouissante. Marat, aujourd'hui, ils t'aiment parce que tu souffres pour eux. Et peut-être, certainement, tes cendres iront au Panthéon. Mais un jour, ils reviendront au Panthéon et ils dissémineront tes cendres et ils diront « Marat, mais qui est Marat? Qui est Marat ?» Marat, maintenant, je vais te dire ce que je pense de cette révolution que j'ai aidé moi-même à enclencher. Au début, lorsque j'étais emprisonné à la Bastille, j'avais déjà couché mes écrits sur le papier. Je me les étais arrachés à force de flagellation, de haine de moi-même et de honte toute bue. Et ce que j'observais dans cette société de classe agonisante, qui ne savait plus donner que le spectacle de la débauche, la violence que j'observais, je l'agrémentais de ma propre perversion. Je n'avais que faire de ces moribonds. Ce n'était pas à ces moribonds que j'en voulais, mais c'était à moi-même. Et les violences, et les supplices, et les tortures que j'inventais pour mes personnages imaginaires. Je crois que je me les inventais pour moi-même. Car moi aussi, je me faisais lier et travailler. D'ailleurs, oui, j'aimerais bien me la prendre, cette beauté pressée. Oh oui. J'aimerais. Oh oui, bestiaire. J'aimerais qu'elle prenne les lanières et qu'elle me frappe. Oh oui, qu'elle me frappe.
pendant que je te parlerai de cette satanée révolution. Au début, j'ai vu comme un excès de vengeance. La possibilité, oui, la possibilité d'une bacchanale sans fin, oui, c'était bien, mais... Ah oui, c'est bon, oui. Très vite, je me suis rendu compte, siégeant au tribunal, oui, non plus comme prévenu, mais comme juge, cette fois-ci, que je ne pourrais pas envoyer des innocents à l'échafaud. Non, 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 j'étais incapable. Oui, j'étais incapable de meurtre. Alors que le meurtre était toute la fondation de ma théorie. Non, j'étais incapable de meurtre. Et maintenant que tout se réalisait, j'étais pris de nausées. Ah oui, je me souviens de ce matin de septembre. Encore au couvent des Carmélites. J'étais même le pavé. Je vomissais toute ma bile lors du massacre. Parce qu'enfin, je voyais les prédictions qui se réalisaient. Oui, les femmes qui couraient, les mains en sang, les sexes coupés des hommes. Et les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les charrettes qui partaient à l'échafaud, le couperet qui se levait, qui retombait, qui se levait, qui retombait. Et c'est là, Marat, que j'ai vu que cette vengeance n'avait déjà plus de sens. Elle suivait sa propre logique, sa propre technocratie. Et c'est là que j'ai vu à quoi mène la révolution. À la mort lente de l'individu, à une lente exténuation, dans l'indifférence, à l'indifférence aux autres, à l'individualisme et à une suggestion totale et absolue à l'État, là-haut, qui règne telle une sphère toute puissante. Et c'est là, Marat, que je me suis retiré de ma section. J'ai arrêté, je ne voulais plus en être. Non, Marat, je regardais ce qui se passait, je voyais ce qui se passait. Mais non, je voulais disparaître. Et que tout ça arrête. Et tout autour de moi, c'est le silence.